Bonsoir à toutes et à tous. Je vais traiter plusieurs volets. Premier volet 107 sera le volet, effectivement, euh, de l'aliénation sociale selon Marx, selon, je dirais, ce qu'on peut en comprendre. Bien entendu, je n'aurai pas de prétention à faire un travail trop approfondi, sinon je risque de lasser l'écoute des gens qui voudront bien euh, passer sur ma chaîne. Donc, dans ce volet-là, je traiterai, comme je l'ai précisé, de l'aliénation sociale. Principe, je dirais, phare que Marx a pu énormément travailler. Je traiterai d'autres domaines dans d'autres chroniques, qui ont constitué plusieurs volets, aussi bien le milieu familial que la philosophie, que la théorie, je dirais, de la praxis, même également son rapport au mouvement ouvrier dans sa volonté d'y apporter une doxa de libération, sa conception de l'international, également ses critiques à l'égard d'une multitude d'événements, la religion également, qui sera, je pense, un domaine un peu sulfureux, son analyse sur la religion et l'État, sur la religion comme forme d'aliénation, et c'est en cela qu'effectivement il a été très visionnaire, car aujourd'hui nous pouvons considérer que certaines franges, des tenteurs de la religion, administrent cette praxis comme une forme d'aliénation en direction des populations. Les nuances entre l'état profane et l'état religieux, les racines de ce qu'on pourrait appeler l'aliénation religieuse, et bien entendu, je dirais, pour ne pas oublier les situations de l'époque. Le cas de Feuerbach aussi, c'est très très important. Marx s'est influencé de Feuerbach, mais à partir de quoi? Et quels sont les éléments qui ont, je dirais, inspiré une certaine évolution, une certaine idée? Ensuite, la dialectique, chère à Hegel, puisque Marx est aussi inspiré d'Hegel. Les spéculations de la praxis, qui à mon sens sont importantes, les luttes sociales, et bien entendu nous en arrivons à l'économie, sur les conditions économiques contemporaines de l'époque de Marx. Dans ce volet, qui sera le volet économique, je traiterai, je dirais, différents thèmes, comme par exemple le travail aliéné, les démarches du capital, bien entendu, les valeurs marchandises et argent, qui demanderont peut-être un peu plus de compréhension, un peu plus d'analyse, où les gens seront peut-être un peu plus avertis, les genèses, d'une manière générale, du capitalisme, l'accumulation du capital, avec des idées plus ou moins modernes et contemporaines, les analyses économiques et philosophiques, je dirais, de Marx sur l'origine de l'accumulation, ce qu'on appelle l'accumulation primitive, et puis ensuite, bien entendu, les différents éléments qui vont constituer une certaine forme d'idéalisme et la conception du fait historique fondamental qui auront un impact sur, je dirais, les infrastructures et les superstructures. Alors voilà, je ne vais pas aller plus loin car je pourrais, je dirais, développer, mais ce sont des thèmes que je pense avec le temps mettre en place afin de comprendre mieux l'œuvre de Marx et d'être moins dans des analyses un petit peu, des analyses que j'appelle couteau suisse, hein, des analyses de slogans, comme on peut entendre à droite et à gauche, et qui finalement ne représentent pas réellement la pensée profonde et réelle de Marx dans ses travaux. Alors, je vais parler, donc ce sera le premier thème,
sur l'aliénation sociale. Marx nous interpelle et nous fait comprendre ce que peut être l'aliénation, je dirais, sociale de son époque, et que l'époque de Marx fut, je dirais, particulièrement favorable à la prise de conscience d'un tel problème. Et c'est ce que révèle immédiatement un coup d'œil sur le climat social du temps, pour celui qui se penche sur des canons historiques, et plus exactement sur l'histoire ponctuelle de ce moment. Alors, revenons à son époque, avec l'avènement de la monarchie en juillet en France, appuyé sur des spéculateurs financiers, puis avec l'empire de Napoléon III, vous savez, celui qu'on a appelé l'empereur très social, qui jouera successivement divers groupes sociaux de la nation, avec en Angleterre le progrès de l'industrie, voire même la formation d'associations ouvrières, avec même en Allemagne la dissociation de l'ancienne société, l'apparition d'une nouvelle classe qu'on pourrait nommer de bourgeoisie industrielle. Alors, le problème des classes a pris une actualité qu'il n'avait jamais eue auparavant, jamais, je dirais, du moins, les classes sociales elles-mêmes n'avaient autant pris conscience de leur propre réalité. Parce que, dans le cas d'espèce, nous avons aussi aujourd'hui ce problème. Car les individus n'ont même plus la conscience de leur propre classe, ce qui finalement au fond les rend fragiles et soumis à quelconque pouvoir. Alors si on considère donc l'état social de l'Europe occidentale de 1848, on ne peut manquer de remarquer que dans le manifeste communiste, qui est venu à point nommé, voire même à son heure, et ce n'est pas un hasard si ce petit écrit est essentiellement constitué par une analyse des classes, en présence dans un conflit dont la révolution de 1848 semblait devoir constituer une étape décisive. On vient d'assister aux premières grandes batailles sociales dont, je dirais, la place est marquée par tant d'événements graves pendant la seconde moitié du XIXe siècle. La société vient de se scinder brutalement. Plutôt, on a pris soudain, je dirais, conscience de ce qui s'était opéré lentement, tragiquement, dans les premières décennies de la révolution industrielle. Le phénomène, je dirais, il est vrai, ne s'est pas développé du même pas dans toute l'Europe, soyons logiques. Chacun avec sa vitesse, chacun avec, je dirais, sa réalité. L'Angleterre a donné le signal de la constitution des classes et la cristallisation du mouvement ouvrier. La France a suivi, bien entendu, donc la France suit vers 1830, la classe ouvrière y prend des traits originaux en face d'une bourgeoisie bien campée, qui elle-même prend conscience de l'hostilité naturelle qui l'oppose à ce monde ouvrier. La conscience de la classe ouvrière s'approfondira ensuite en France pendant les années de l'Empire. En Allemagne, par exemple, je dirais, le branle ne sera donné qu'après la secousse de 1848. Et si l'on veut parler de lutte sociale, lorsque Tisserand silésien se révolte en 1841, ce n'est pas encore qu'un événement sporadique à l'époque, mais dans le reste de l'Europe, les classes sociales ne sont pas encore nées. Certains sont même tentés de dire qu'en aucun pays n'existerait encore de vraie classe sociale. Ainsi, rappelant le mot de Marx à la première ligne du manifeste
communiste, l'Europe est tentée par le spectre du communisme. Georges Weil lui-même commentait « C'est une singulière hyperbole, il n'y avait parmi les ouvriers que de faibles minorités pour songer à la transformation sociale qui changeait leur sort. » Alors, bien entendu, la plupart, et soyons honnêtes sur la réalité, car il est très difficile d'en pouvoir avoir une analyse, mais pour ce que l'on sait, la plupart des prolétaires ne possédaient pas encore l'esprit d'union. Ce qu'on pourrait traduire effectivement par la conscience de classe. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Certains économistes de haut vol considèrent que nous retournons par la condition intellectuelle et psychologique au XIXe siècle par la réalité. Alors il est vrai qu'on ne peut reconnaître au mouvement ouvrier de cette époque le caractère massif qui le marquera vers la fin du siècle. Cependant, je voudrais préciser que le mouvement ouvrier n'est pas le tout de la classe ouvrière. Avant de devenir pleinement consciente d'elle-même, celle-ci a mené une existence plus ou moins obscure, hantée bien entendu en son sein par un Lampenprolétariat. Alors je vous renvoie à un audio que j'ai fait sur le Lampenprolétariat concernant ces bandits appartenant à la classe ouvrière mais travaillant pour, je dirais, le plus offrant. Et le plus offrant, c'est celui qui possède, celui qui a les moyens. Alors, ce que l'on peut constater, ce qui est même constatable déjà, la démarche lente par laquelle la classe ouvrière a pris conscience d'elle-même fait en un sens déjà partie du mouvement ouvrier. D'ailleurs, peu contestent vraiment l'existence de classes sociales. En Angleterre, en France, moins, vers 1848, dans ces pays, la présence des classes sociales domine même la scène politique. Singulièrement en France, pendant les premières journées de la Révolution de février, la classe ouvrière anglaise s'était organisée dès 1815. Malgré, je dirais, les combinaisons, ce qu'on pourrait classifié en anglais le Combination Act de 1797. Elle prenait son autonomie en 1824 avec une nouvelle loi reconnaissant le droit de coalition, le premier essor de la trade unioniste qui suit le vote de cette loi fait foi finalement au fond, voire même cristallisant, une sorte de cristallisation. Comment pourrait-on qualifier cela? Une sorte de cristallisation qui s'opère dans le monde ouvrier anglais. Alors, la lutte des classes, avec ses formes de violence les plus primitives, rappelez-vous ce que j'ai expliqué sur ma précédente audio, là, sur ma chronique 106, sur l'analyse barbare. La lutte des classes, avec ses formes de violence les plus primitives, les plus barbaresques, s'inaugure aussitôt. Aux ouvriers coalisés, les patrons répondent par le lock-out. En 1834, 6 ouvriers du Dorchester sont condamnés à 7 ans de relégation pour activité syndicale. Puis en 1834 et en 1848, c'est le cartisme des époques on pourrait qualifier comme une époque de trouble, plus agitée que connaître la classe ouvrière britannique. Alors après l'échec de 1848, le mouvement ouvrier anglais prend pour, je dirais, de longues années une allure plus professionnelle, je dirais plus méthodique. Au moins l'unité de la classe ouvrière était faite. Pendant le second quart du XIXe siècle, des luttes sociales inexpiables l'avaient opposé à la bourgeoisie et à ses gouvernements. En France également, vers 1830, les ouvriers commençaient à s'organiser dans les batailles successives qu'ils livrent au cours des années suivantes, principalement à Lyon.
de 1831, 1833 et 1834. Leur conscience de classe prend forme, les grèves et les insurrections ouvrières gagnent en ampleur, voire même en violence, à mesure que s'épuise le régime de la monarchie de Juillet. Les événements de Rive de Giers, 1844, de Lodève, 1845, puis les révoltes suscitées en Alsace en 1847 par crise endémique économique, une gravité, je dirais, exceptionnelle, la classe ouvrière est déjà presque mûre, au moins dans les villes, pour une révolution, je dirais, de caractère non plus exclusivement politique, mais bel et bien social. Le phénomène de l'hostilité des classes sociales dominera donc les journées de février, et cela ne conduira pas à une victoire de la classe prolétarienne sur la classe bourgeoise. La Seconde République n'entérinera pas, je dirais, même le droit au travail proclamé le 25 février par le gouvernement provisoire. Et ce qui est certain, c'est que les classes sociales étaient bien campées l'une en face de l'autre en ce milieu du XIXe siècle. Donc les choses se sont finalement faites par étapes, avec quelques gains et des échecs. Alors le mouvement par lequel la bourgeoisie a pris conscience de sa personnalité et de son opposition, car la bourgeoisie aussi s'est nourrie, s'est inspirée aussi, et c'est devenu plus professionnel dans le fait de conserver ses acquis, a pris conscience, je dirais, de sa personnalité et de son opposition à la classe ouvrière, et n'est pas moins, je dirais, apparent dans l'histoire de cette époque. Bien qu'il soit, je dirais, en partie antérieur, il faut être honnête, la bourgeoisie française a acquis sa personnalité et défendu ses droits en face des groupes sociaux désuets de l'Ancien Régime. La Révolution française est en quelque sorte son acte de naissance. Elle se développe ensuite rapidement grâce au succès du capitalisme et s'efforce de mettre la société tout entière et l'État au diapason de ses idéaux sociaux, un peu comme font aujourd'hui nos dirigeants. L'essor du crédit, le recours des gouvernements à l'emprunt, la révolution industrielle, la création des chemins de fer concourent à renforcer une élite d'hommes actifs et entreprenants qui opposent la richesse à la naissance, la propriété mobilière à la propriété foncière, le libre-échange aux traditions mercantiles et protectionnistes. Si en Angleterre, par exemple, la bourgeoisie nouvelle, surtout la haute bourgeoisie et l'aristocratie, font assez bon ménage, car les uns s'inspirent des autres, je vous renvoie à lire les, je dirais, incontournables ouvrages de Jean-Baptiste Poquelin, également plus connu sous le nom de Molière, sur le bourgeois gentilhomme, mais qui, effectivement, dans ces scènes, a tendance à rendre satirique la conception du bourgeois voulant s'acheter un titre de noblesse. Et en cas d'espèce, effectivement, l'aristocratie appauvrie a besoin des deniers de la bourgeoisie a besoin d'un titre pour pouvoir représenter, je dirais, une certaine représentation historique de la nation. Alors, je disais justement que si l'aristocratie et la bourgeoisie font assez bon ménage, en France, au contraire. La bourgeoisie tente, sous la Restauration, d'éliminer la noblesse, sa rivale. Elle acquiert dans cette lutte force et cohésion, provisoirement d'ailleurs, elle en profite de l'appui des ouvriers, classe montante comme elle. Après 1830, au contraire, ces liens seront rompus. Alors, direz-vous, la bourgeoisie a entre-temps conquis une position incomparable, elle a pris conscience d'elle-même, elle a pris conscience de son état, et c'est ce que je suis en train de vous expliquer sur, je dirais, la vision contemporaine. Aujourd'hui, nos élites sont conscients de leur classe, sont conscients de leurs intérêts, mais finalement, au fond, les masses en ont perdu toute conscience. Alors,
quand on parle de la bourgeoisie de l'époque, qui effectivement a toujours cette conscience, comme celle au demeurant de façon contemporaine, des préoccupations communes, des habitudes de vie, des doctrines économiques qui soudent ensemble les gens ayant la même vision, ayant, je dirais, le même intérêt commun, une idéologie bien plus, même je dirais un idéal, qui couronne cette conscience sociale de classe bourgeoise. Elle est humanitaire et défend la dignité de la personne humaine, parce que ne l'oublions pas, ou du moins lorsqu'il s'agit, je dirais, du massacre des Grecs par les Turcs. Elle éprouve une répugnance instinctive pour le militarisme. Elle est libérale, elle veut la liberté individuelle et exige la garantie de la loi pour cette liberté, et elle veut même une justice indépendante, consolidant la liberté civile, et elle veut la tolérance religieuse, et elle veut la liberté politique et la Constitution. La contrepartie de ce succès, je dirais, de cet optimisme, de cette ardeur au travail et de cet appât du gain, paraît dans un mépris de la misère proche. Alexis de Tocqueville s'inquiétera bientôt de l'abîme qui se creuse entre le patron et l'ouvrier d'usine. Le premier étend sans cesse ses projets et ses ambitions, le second est contraint par la division du travail à restreindre son champ d'activité, et il est rivé à une tâche de plus en plus parcellaire. Le bourgeois ne pense pas que la société puisse s'organiser autrement que dans cette flagrante disparité des conditions sociales. Ainsi, l'idéalisme commun à toute cette bourgeoisie montante a pour contrepartie une extrême dureté à l'égard des forces du travail, et c'est le signe des prérogatives que la bourgeoisie, je dirais, s'arroge comme classe sociale de l'hostilité qui l'oppose au milieu ambiant. La lutte des classes est engagée, peut-être même est-elle déjà à son point culminant, et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre bien, je dirais précisément, l'analyse de l'aliénation sociale entreprise par Marx dès 1844 et annoncée au grand jour en 1848. Finalement, au fond, je vais clôturer cette chronique pour ne pas aller trop loin, car après je parlerai de la division des classes sociales. Je vous l'ai dit, je ferai plusieurs volets. Je mettrai le temps, mais je les ferai. Finalement, au fond, nous ne sommes pas très loin d'un retour des analyses de Marx sur le monde dans lequel nous vivons. Nous avons affaire à une hyperclasse qui est consciente de ses intérêts, qui est compétente dans son domaine, qui a un idéal et un idéalisme qu'on pourrait qualifier de différents sobriquets, et nous avons une masse qui a par contre à oublier toute forme de conscience. Voilà, des raisons pourquoi dans ce premier petit volet, sans prétention, et je dirais avec une certaine humilité, je considère que Marx lui-même avait mis les premières pierres qui finalement aujourd'hui sont une réalité encore analysable de la société dans laquelle nous vivons. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique, je l'espère.